Nathalie Elimas, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire et vous êtes engagée dans les régionales en Ile-de-France aux côtés de Laurent Saint-Martin. Deuxième tour dans 2 jours pour les régionales. Comment convaincre les électeurs d'aller voter ? Moi, je tire un bilan déjà de ce premier tour qui m'inquiète particulièrement, c'est l'abstention. On l'a vu, dans le Val d'Oise, par exemple, il y a 27% de participation. C'est absolument dramatique. À l'échelle de la région, à l'échelle nationale, on est à 66-67% d'abstention. Je crois que c'est du jamais vu, c'est totalement abyssal. Donc il y a là, je crois maintenant, quelque chose à faire. Et pas à réfléchir. Ça fait des années que l'abstention progresse, que l'abstention galope. Et que probablement sur ce plateau ou ailleurs, vos invités vous disent « ça y est, on a compris, on va réfléchir, on va faire ». Moi je dis aujourd'hui, il faut être dans l'action de façon très concrète pour lutter précisément contre cette abstention, contre ce vote des jeunes qui n'est plus là. Alors il y a des solutions. Le MoDem avait proposé le vote par correspondance. Est-ce qu'on l'aura pour la présidentielle et les législatives ? Il y a des solutions sur la table. Il y a effectivement le vote par correspondance, il y a le vote électronique, il y a une meilleure représentativité aussi des élus dans les instances. Il y a des propositions qui ont été faites par le MoDem, il y en a peut-être d'autres qui vont venir. Peu importe, à l'heure où on se parle, on ne peut plus se payer le luxe d'attendre et de balayer une proposition parce qu'elle vient de tel ou tel. Il faut agir, monsieur Barbier. Iriez-vous jusqu'à dire il faut instaurer le vote obligatoire ? Alors on va pas mettre les gens en prison s'ils vont pas voter, mais on pourrait leur dire si vous votez pas, vous êtes suspendu des listes électorales tant que vous n'êtes pas revenu. Avant d'arriver au vote obligatoire, il y a probablement des chemins, il y a probablement des étapes incitatives à passer, à franchir pour que les jeunes se sentent concernés et aillent voter et pour que les Français tout simplement aillent voter. Ensuite, revenons sur cette échéance-là, départementale, régionale. Qui a compris de quoi on parle ? Qui sait ce que sont les compétences du département ? Qui sait ce que sont les compétences de la région ? Changeons le millefeuille territorial. Changeons le millefeuille territorial. Voilà une proposition très concrète à mettre en place rapidement. C'est-à-dire supprimer les départements, les fusionner dans les régions ? Pourquoi pas ? Revenir au conseiller territorial de Nicolas Sarkozy ? Ça remettrait peut-être un petit peu de proximité. On pourrait aussi redéfinir les compétences, les clarifier, les faire comprendre et donc intéresser les Français. Les jeunes que vous rencontrez dans l'éducation prioritaire, certains sont lycéens, ils ont 16 ans, on leur demande de respecter la loi, certains travaillent déjà, ce sont des acteurs économiques. On pourrait peut-être leur donner le droit de vote à 16 ans. Alors, c'est une question. En effet, d'ailleurs, elle a été encore une fois posée par le groupe MoDem. Ça fait partie des propositions qu'il faut mettre maintenant très sérieusement sur la table. Il faut qu'il y ait un débat autour de ces sujets-là pour lutter définitivement contre l'abstention, pour intéresser les électeurs à la chose publique et surtout, leur faire comprendre, leur faire entendre que la politique, ça peut faire changer les choses et changer leur vie. C'est un débat à avoir avant la présidentielle pour de nouvelles règles en 2022 où on laisse passer la présidentielle, on en parle pendant. Ce serait idéal qu'on puisse en parler dès maintenant. Alors quand je vous dis qu'il faut être dans l'action, c'est ça, monsieur Barbier. En Ile-de-France, il n'y a pas un énorme suspense pour le second tour, mais est-ce que vos électeurs, les électeurs de Laurent Saint-Martin, ne vont pas changer de choix et se dire, oh là là, il faut éviter à tout prix cette gauche radicale, votons utile, votons Pécresse ? C'est quoi le vote utile ? Moi, je ne sais pas ce que c'est le vote utile, je vais vous dire très sincèrement, monsieur Barbier. Madame Pécresse, la sortante, dit qu'il faut voter utile. Mais Madame Pécresse sera réélue dimanche. Il n'y a aucun suspense. D'ailleurs, si elle avait eu le moindre doute, qu'est-ce qu'elle aurait fait dimanche dernier ? Elle aurait décroché son téléphone. Elle aurait proposé une coalition à Laurent Saint-Martin. Le téléphone n'a pas sonné. Madame Pécresse n'est pas inquiète, elle sera réélue. Cette gauche qui s'agrège de circonstances, évidemment, ne prendra pas la région et c'est tant mieux. Le RN... Félicitons-nous, réjouissons-nous, le RN fait 13% alors que l'on nous avait annoncé un cataclysme. Donc qu'est-ce qu'il reste entre cette droite ultra-conservatrice, cette gauche qui ne ressemble à rien et qui est dangereuse et mortifère, et ce Rassemblement national? Il y a une voie pour nous, pour des élus humanistes, progressistes, républicains, c'est-à-dire pour la liste de Laurent Saint-Martin. En 2015, vous étiez aux côtés de Valérie Pécresse. Oui. Le MoDem, à ce moment-là, la République En Marche n'existait pas, était avec les Républicains. Qu'est-ce qui a changé ? Quelle différence s'est creusée entre elle et vous ? En 2015, effectivement, nous avons passé un contrat de mandature avec Valérie Pécresse. Je l'ai respecté jusqu'au bout, puisqu'encore en décembre dernier, j'ai voté en toute loyauté son budget. Je n'ai aucun problème à vous dire cela. On est arrivé, il y avait des choses à faire. Le président Huchon nous avait laissé une Île-de-France délabrée, des lycées délabrés. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, et franchement, monsieur Barbier, je m'amuse aujourd'hui de voir le soutien de monsieur Huchon à Valérie Pécresse qu'elle accueille à bras ouverts, alors que pendant 5 ans, elle lui a tapé dessus à bras raccourcis. Vous voyez toutes ces tambouilles-là ? C'est pour ça que les Franciliens ne sont pas allés voter la semaine dernière, vous voyez ? Donc il y avait des choses en mauvais état. Avec Valérie Pécresse, on a progressé, mais aujourd'hui, nous, on a un autre projet à
proposer aux franciliens. On l'a fait en 154 propositions. Et puis on est une voix différente. C'est tout simplement ça, la démocratie. Et c'est ça ce qu'attendent les Français et les franciliens. La pluralité des expressions. Et vous serez une opposition constructive? Vous pourrez participer éventuellement à des politiques mises en place par Valérie Pécresse? C'est, je crois, ce qui caractérise les centristes. Quand une politique est bonne, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit de gauche, on y va. Entre 2017, les législatives, triomphales pour La République En Marche, et ces régionales décevantes, qu'est-ce qui s'est passé pour que le parti présidentiel perde son emprise et que ses alliés, comme vous, n'arrivent pas à faire le complément et à assurer cette Eh majorité? bien là, vous me parlez de deux scrutins. Un scrutin présidentiel, législatif post-présidentiel, et là, deux scrutins, encore une fois, deux scrutins en même temps, qui sont des scrutins territoriaux, auxquels d'abord on ne comprend rien, ça on l'a dit, ces deux élections, ces accords de liste là pour les départementales qu'on ne retrouve pas pour les régionales, c'était totalement inaudible. Et tout le monde a la tête à la présidentielle. Donc ce qui s'est passé là, c'est que ça n'était pas clair d'une part. D'autre part, la majorité présidentielle qui est composée certes du MoDem, qui avait un peu d'ancrage, mais de La République En Marche, de Territoire de Progrès et d'Agir, qui n'en avait pas. L'ancrage, ça prend du temps. Donc on ne peut absolument pas corréler ce qui s'est passé autour d'une présidentielle, de ce qui vient de se passer, de ce qui se passe en ce moment sur des élections qui sont très territorialisées, dans un contexte sanitaire en plus qui ne nous arrange pas. Alors, il faut quand même réorganiser cette majorité en vue de l'an prochain. Que demandez-vous à La République En Marche? Qu'elle fasse plus de place à ses alliés, qu'il y ait une sorte de nouvelle UDF, de fédération qui se crée? Ce qu'il faut faire pour l'année prochaine, déjà je l'ai dit, c'est ce choc démocratique, ça me paraît la première chose à faire. Ensuite, eh bien, on nous a laissé croire peut-être qu'il y aurait un RN très fort et qu'il faudrait une forte coalition autour du RN, etc. Moi, ce que je dis, c'est que toutes celles et ceux qui se retrouvent dans nos valeurs, encore une fois, républicaines, humanistes, progressistes, écologistes, eh bien, nous rejoignent autour du président de la République, autour d'Emmanuel Macron, dans cette campagne qui va démarrer dès l'automne prochain. On voit bien qu'il y a une sorte de dispersion des partis, des ambitions au moment de la présidentielle. Est-ce que le MoDem ne devrait pas réfléchir à avoir un candidat à lui au premier tour pour récupérer des électeurs qui pourraient sans cela non pas voter Macron, mais voter Bertrand ou voter ailleurs? Ce que fera Bertrand ou les uns ou les autres, c'est d'ailleurs l'objet de, vous l'avez remarqué quand même, de cette primaire là à l'occasion des régionales. Les régionales sont la primaire de droite. C'est pas notre cas. Nous sommes un des piliers de la majorité présidentielle. Il serait intéressant que nous puissions nous-mêmes nous élargir, mais en tout cas, nous restons un pilier de la majorité présidentielle. Nous restons loyaux. Et moi, en ce qui me concerne, membre du gouvernement MoDem, eh bien, je vais tout faire dans les mois à venir de travailler politiquement à la réélection du président de la République. Alors il y aura cet été, l'Élysée l'a confirmé, une grande conférence sociale. À quoi cela va-t-il servir? À désigner les réformes qui ne passeront plus, qui seront mises à la poubelle et celles qui peuvent survivre? On a eu quand même, il faut le dire, 3 années particulièrement difficiles. D'abord la crise des Gilets jaunes et puis cette crise sociale liée à cette version 1, si je puis dire, de la réforme des retraites. Et puis aujourd'hui, une pandémie qui est venue tout chambouler. Moi, je le mets en œuvre déjà dans mon champ ministériel. Il faut absolument anticiper les conséquences sociales de cette crise sanitaire et je pense qu'elles vont être majeures. Donc en effet, il faut regarder dans le temps qui nous reste les réformes urgentes et prioritaires qu'il faut mettre en œuvre et celles qu'il faudra toujours proposer aux Français à partir de 2022 parce qu'encore une fois, entre 2017 et 2022, Monsieur Barbier, c'est très simple, il y a eu une pandémie. La réforme des retraites, c'est typiquement une réforme qu'il faut rediscuter pendant la présidentielle et faire après. Elle est trop inflammable. La réforme des retraites, en tout cas telle qu'on l'a vécue l'année dernière, était inflammable. Je crois qu'on a voulu aller trop vite sur tous les champs. Néanmoins, dans ce texte, il y avait certains pans très sociaux pour les agriculteurs, par exemple, pour la retraite des femmes. Je crois que ça, il faut y retravailler dès maintenant. Mais effectivement, ce que je perçois et ce que je comprends dans le calendrier législatif qui nous reste et qui est quand même très contraint, c'est qu'il y a une fenêtre, c'est qu'il y a un espace, mais que cette réforme qui, telle qu'elle a été présentée manifestement, ne convenait pas aux Français, doit être rediscutée, repensée, retravaillée. Avez-vous une idée claire, dans votre domaine, des dégâts causés sur les élèves en zone prioritaire par les mois de confinement? On a des indicateurs qui sont très précis. Jean-Michel Blanquer, quand il est arrivé, a mis en place des évaluations nationales. On les fait passer en septembre et en janvier. On peut donc
très précisément, très objectivement quantifier ce qui s'est passé. On l'a fait en septembre l'année dernière. On a vu que l'écart s'était à nouveau recreusé entre l'éducation prioritaire et le hors éducation prioritaire et qu'il y avait des fragilités sur certains niveaux de classe. On a refait passer des évaluations en janvier et là, on a vu que cet écart s'est résorbé. Pourquoi s'est-il résorbé? Parce que nous avons laissé nos écoles ouvertes. Ça a été une année particulièrement difficile pour nos professeurs, pour nos élèves. Et vraiment, Monsieur Barbier, je ne le dirai jamais assez, merci à nos professeurs. C'est grâce à eux, parce qu'ils ont été costauds, que l'on a tenu. Mais c'est parce que les écoles sont restées ouvertes que l'on a pu résorber ces écarts et limiter la casse. Est-il vrai que le contrôle continu va s'imposer au bac l'année prochaine au détriment des évaluations communes? Le sujet du contrôle continu. Il y a eu une époque où il fallait pas du tout faire du contrôle continu parce que c'était un gros mot. Il y a eu la pandémie. L'année dernière, on a mis tout en contrôle continu. Cette année, on a fait un entre-deux avec 82% de la note quand même. C'est du contrôle continu. Eh bien non. Eh bien non, l'idée quand même c'est de passer le baccalauréat, c'est de passer des épreuves. Y mettre une dose, vous savez, c'est un peu comme la proportionnelle. On peut en mettre une dose de contrôle continu, mais il faut qu'on puisse conserver un caractère national, il faut conserver la valeur à ce diplôme et puis surtout la fierté d'être allé le passer. Dans votre domaine, quelles sont vos priorités pour les quelques mois qui restent d'action? En éducation prioritaire, c'est très simple. Une action très sociale. J'ai redéployé les petits déjeuners gratuits à l'école pour lutter contre la précarité alimentaire et je vais faire un tour de France à nouveau dès septembre pour aller m'assurer que ça fonctionne bien. Deuxième axe social, les bourses. Il y a un taux de non-recours très élevé. Vous parliez du calendrier social. Il y a un taux de non-recours très élevé des bourses en France. Avec Olivier Dussopt, à partir de l'année prochaine, on va automatiser la notification. La famille remplira sa déclaration de ressources et elle verra si elle est éligible aux bourses ou pas. On va continuer à actionner évidemment tous les leviers en faveur de l'égalité des chances pour la réussite de nos élèves. Et enfin, un sujet qui m'est très cher, sur lequel j'ai beaucoup travaillé et sur lequel je fais des propositions au président de la République, c'est la famille. Il faut aider nos familles, il faut redonner du pouvoir d'achat à nos familles. Je vous donne un exemple très rapide. On a un levier fiscal. Sur les 2 derniers quinquennats, celui de François Hollande et celui de Nicolas Sarkozy, on a raboté par 2 fois le quotient familial. On a fait perdre à nos familles de la classe moyenne 790 € de pouvoir d'achat par an. Eh bien là, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Vous êtes au gouvernement depuis 11 mois. Heureuse, épuisée, découragée? Je suis un peu fatiguée en ce moment, je ne vous le cache pas, parce que j'ai été ministre sans m'arrêter pendant la campagne et j'ai fait la campagne. Donc forcément, c'est un temps un peu compliqué humainement. Néanmoins, je suis très heureuse d'être là et je suis très heureuse de continuer au service du président de la République et de lui apporter des propositions, d'abonder son programme en ce sens parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Ces 3 années ont été complexes. Je l'ai dit, il y a eu ces crises. Les Français attendent encore beaucoup et nous serons au rendez-vous. Nathalie Elimas, merci, bonne journée. Merci à vous.